Et bonjour à tous. Écoutez, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept d'émission. Et oui, aujourd'hui, on pirate. Qui va être notre victime aujourd'hui? Oui, bon, d'accord, hein, vous avez tous vu la vignette, vous êtes au courant. Et oui, c'est la Cour des Miracles qu'on reçoit aujourd'hui avec Kevin Rosé, qui nous accompagne pour cette émission où on va découvrir les sous-sols de la Cour des Miracles. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer le principe de l'émission. Voilà, nous avons constaté, en fait, qu'il y a beaucoup d'émissions mainstream sur les AP, et qu'en final, nous, des fois, on n'est pas spécialement connus par rapport à certains types de spectateurs ou d'auditeurs, suivant comment on nous écoute ou on nous regarde. Et on s'est rendu compte, en fait, que si on mettait la lumière à nos spectateurs sur d'autres AP, on faisait connaître des petites pépites que certains ne connaissent pas. Et alors oui, Roll and Play, La Bonne Auberge, Game of Roll, oui, eux, ils sont très 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 connus, mais des fois on passe à côté de la petite pépite qui est présente, mais on ne la connaît pas, et franchement, on passe à côté de quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons parler pour la première émission d'une petite pépite que j'ai découverte. J'en suis très content. Et j'en suis ravi, dont je suis devenu fan. Donc oui, ça sera partial, pas du tout objectif, totalement un avis personnel, mais vous me connaissez, bon, pas trop mauvais goût quand même. Bienvenue Kevin. Merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation. Ça me fait très très plaisir d'être là pour la première. C'est grand honneur, un grand honneur que tu fais à la Cour des Miracles et à moi en particulier. C'est pas un grand honneur, c'est franchement mérité. On va aujourd'hui parler de ton bébé, enfin de votre bébé, parce que la Cour des Miracles, c'est Kevin, mais pas que. Kevin, c'est un petit peu le chef d'orchestre des parties. C'est pour l'instant celui que l'on voit le plus derrière l'écran. Il anime donc les parties de la Cour des Miracles avec brio, je vais le dire. Et Merci beaucoup. Mais l'équipe ne se résume pas à Kevin, et d'ailleurs Kevin, pour commencer, rendons hommage à ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Qui sont? Alors, dans ce cas-là, je vais mentionner en tout premier lieu celui qu'on voit le plus rarement, voire quasiment jamais derrière les actuels plays, c'est Théo, Théophile Laurent, qui sur certains des jeux a été co-auteur, dans le sens où on a préparé. Donc moi, effectivement, si vous l'avez pas compris, je suis essentiellement MJ sur la Cour des Miracles. Et pour un certain nombre de jeux, on aura l'occasion certainement de les détailler, j'ai un copain avec qui on écrit tous les deux ensemble, qui s'appelle Théo, et qui, lui, n'a pas le temps de jouer, mais au moins il a le temps de m'aider à concevoir les campagnes. Donc, c'est à lui qu'on va rendre hommage en premier, parce que il est invisible, mais pas totalement, et pourtant il est quand même très très présent sur un certain nombre de nos jeux. Et Théo, il faut le reconnaître quand même, a un grand talent pour poser sur ses vignettes. Petite mention sur la dernière vignette de la FAQ. Un talent non négligeable. Ah oui, tout à fait. Extraordinaire. Mais pas des moindres, il en a d'autres aussi. Oui, ça il faut le reconnaître. Et ensuite, maintenant parlons de ceux que l'on voit le plus souvent. Alors les joueurs, donc on en a plusieurs qui, à peu près tous les mêmes, qui tournent selon les jeux avec quelques petits ajustements, puisqu'en général on a 3 joueurs par table. Donc on a Bobby, qui aura été lui pour le moment présent sur l'ensemble des jeux. On a Oko, qui a été présent sur quasi la totalité des jeux, Barnaki, qui a été présent pour le moment sur une seule campagne, Brancalonia, on aura peut-être l'occasion d'en parler, et qui est aussi le monteur de l'ensemble de nos vidéos. Je reviens aussi un peu en arrière. Oko, c'est celle qui a fait la charte graphique et le logo de la chaîne, le générique, tout ça. Ah oui.
et Bobby qui lui gère un petit peu la communication sur Insta, voilà, ce genre de choses. Et enfin, on a Fennec qui nous a rejoint un petit peu plus tard, qu'on connaissait déjà d'avant, mais qui, elle, nous a rejoint à partir de Colt et Crapule et qui a été sur les différents jeux depuis. D'accord. Voilà, voilà. Voilà, là, Et après, on a eu des guests aussi. On a eu Wazitoum, on a eu Gorgorbé qui sont venus à l'occasion de jeux dans des formats un petit peu plus courts. Donc, de temps en temps, on a aussi des guests qui viennent de l'extérieur. Ah oui, oui, oui. Et donc c'est une belle équipe qui s'amuse à être quelquefois des crapules, d'autres fois pas des investigateurs, on va dire des cultistes plutôt, Ouais. et par d'autres moments des vampires. Mais comme l'a dit Kevin, l'équipe tourne régulièrement, et surtout au fil des campagnes. Et il nous propose différents jeux. Mais pourquoi ne pas parler de ces campagnes, justement? Peux-tu nous dire, nous présenter les principales campagnes, celles dont tu es tes bébés, quoi, celles que tu adores particulièrement? Ce serait, on n'en a pas forcément beaucoup parce qu'on est une chaîne assez jeune qui va fêter ses 2 ans là, courant du mois octobre, le 17 je crois. Oh, comme moi. Ah d'accord, écoute, ton anniversaire est donc aussi l'anniversaire de la création de la chaîne, puisque le tout premier épisode avait été diffusé, il me semble, un 17 octobre en 2022. Donc on n'a pas forcément beaucoup de campagnes parce qu'on a tendance à les étirer. On aime le jeu, on aime le jeu qui prend son temps, ou en tout cas qui développe des intrigues sur le long terme. Personnellement, à l'écriture, je m'intéresse davantage aux conséquences sur le long terme qu'aux conséquences immédiates des actions menées par les PJ. Ça, je pense que c'est un petit peu ma marotte. Donc forcément, l'effet boule de neige, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui ne peut vraiment s'exprimer que sur le long terme. Alors, on a en tout premier lieu la campagne de Brancalonia, qui est celle avec laquelle on a lancé la chaîne, qui est une campagne médiévale fantastique, mais avec quand même quelques petites différences par rapport aux jeux les plus connus. À savoir, c'est inspiré du folklore italien, des romans picaresques et des contes de fées. Donc, on est dans quelque chose d'un petit peu plus léger, avec ses propres codes. On n'est pas exactement dans la fantaisie telle qu'on la connaît habituellement. Les PJ jouent effectivement des crapules. Donc, comme leur nom l'indique, leur moralité est tout en nuances de gris. Ce sont des personnages qui, quand bien même ce sont les héros de l'histoire, sont malgré tout prisonniers d'une forme de médiocrité inhérente à cet univers, qui fait que c'est une succession assez truculente de situations, et qui petit à petit, de saison en saison, a commencé à prendre de l'ampleur avec un fil rouge, et on s'aperçoit qu'ils sont finalement peut-être dépassés par une intrigue plus grande qu'eux, et avec laquelle ils vont devoir, on verra justement ce qu'ils feront dans la suite. C'est une campagne, je pense que tu as dit le terme, qui est particulièrement truculente, voilà. C'est-à-dire c'est burlesque, pas au sens cabaret et barésie, mais c'est burlesque au sens humour en fait, et sans être ridicule. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un très bon dosage sur l'humour, et c'est très dur. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué. Cool. Je trouve, c'est-à-dire réussir à faire rire un auditoire, c'est, je pense, un exercice très compliqué, surtout sur la longueur, parce que il y a 3 saisons, si mes souvenirs. Il y a 3 saisons pour le moment. 3 saisons, oui. C'est la 4e qui va être en tournage, et en fait, le rythme est le même. On va dire le seul petit passage de flottement. C'est la première heure, où on écoute, où il y a des petits ajustements de son en fait qui sont pas. On était en rodage. C'est pour ça. Forcément. C'est pour ça en fait. Premier épisode de la chaîne. Premier épisode, il y a des petits problèmes de son. Hein. Moi, je sais que mon auditoire ne m'en voudra pas parce que c'est ma spécialité, les problèmes de son. Donc, il y a des petits problèmes de son, mais alors ne vous arrêtez pas à ça. Hein. Petit problème de son sur le premier épisode, au début encore, c'est qu'au début du premier épisode, mais alors franchement,
Après, c'est que du bonheur, plus de problèmes, tout va, tout roule. Voilà. Si vous aimez, si vous voulez vous détendre un petit peu, mettre ça de côté, mettre le cerveau de côté, écoutez les épisodes de Brancalonia, mais attention, sur le long terme, vous remballez le cerveau, vous le remettez, parce que c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Voilà. Ouais, on voulait pas tomber dans la caricature et donc on voulait malgré tout aborder le côté solaire, le côté chaleureux, le côté vivant, le côté très latin. Et donc ouais, truculent, trublion de cet univers-là, sans tomber dans la caricature, faire du tagada poète poète, mais et réussir à essayer malgré tout de raconter une histoire une histoire qui est en train de se muer en épopée et qui prend quelque chose de l'ordre du récit quasi mythologique à certains égards, puisque c'est cet univers aussi joue un petit peu de tous ces codes du folklore italien qui va à la fois du côté commedia dell'arte, mais jusqu'à la mythologie. Donc ça fait un terrain de jeu qui est assez savoureux. Ah ouais. Et on y a pris beaucoup de plaisir et on y retournera après plus d'1 an de pause avec beaucoup de plaisir aussi, je pense. Ah oui, il y a eu 1 an de pause parce que vous avez attaqué d'autres Depuis l'été dernier, thématiques, d'autres jeux, Ouais. d'autres jeux, on va dire, avec des ambiances particulières. Justement, c'est peut-être un petit peu, moi, ce qui m'a pas choqué, mais enfin, je veux dire, ce qui m'a troublé, en fait. C'est-à-dire que je commence par 3 saisons de Brancalonia avec une ambiance, mais vraiment particulière, où on les voit jouer des personnages, comme tu l'as dit, alors, médiocre n'est pas au mauvais sens du terme, hein, attention, c'est-à-dire que on va dire des losers de la vie, mais qui vont finir par accomplir des grandes choses, j'ai presque envie de dire malgré eux. Ouais. Où ils se trouvent... C'est le loser formidable. J'ai plus l'expression en tête, mais quelque chose comme ça. C'est pas le loser, mais c'est un autre mot pour dire vraiment cet enjeu-là, ouais. Et voilà, c'est une personne avec du panache, quoi. Il y a du panache. Voilà, énormément de panache. Et ensuite, là, on attaque ensuite d'autres AP. Alors attention, tous ne sont pas plus sombres, mais on attaque d'autres AP. Alors ma première, parce que je l'ai vu après en fait, donc on va faire dans l'ordre. Je suis passé directement à Vampire derrière. Ah ouais, sacré saut. Et là, on fait un saut. Autre jeu, autre ambiance. Parce que je me suis dit, mais comment ils vont faire? Parce que je me suis tellement habitué à l'équipe dans une ambiance comédie italienne, on l'appelle Trinita, mais moi, Heroic Fantasy, un petit peu dans ce style-là, avec des enjeux un peu rigolo, quoi, une ambiance rigolote, une ambiance où on va se détendre. Ah, Vampire. Et je me suis dit, mais comment ils vont faire pour faire ce grand écart? Oui, parce que c'est pas les mêmes adjectifs qu'on emploierait pour définir la campagne de non, de Vampire. on peut pas. On n'est pas dans le truculent, on n'est pas dans le... Ah non, eh non, bien, non. Ce qu'il y a, c'est que moi, il y a plein d'ambiances, il y a plein d'univers qui vont m'intéresser, et clairement, en fait, j'ai pas envie de m'enfermer dans une façon de jouer avec ses codes. Et il arrive un moment où j'ai besoin de jouer à autre chose. Alors certes, j'ai besoin de jeux. J'aime jouer des formats assez longs, donc soit d'y revenir, soit de rester très longtemps immergé dans un univers pour avoir le temps de raconter tout ce qu'on a envie de raconter. Mais par contre, je ne le raconterai qu'une seule fois. Du Brancalonia, il y aura une seule campagne de Brancalonia. Probablement dans ma vie, je veux dire, de Vampire, il y aura une campagne de Vampire. De la même manière on a joué pendant des années avant le lancement de la chaîne. C'est ça qui nous a fait nous connaître et apprendre à jouer les uns avec les autres. Une campagne qui nous a duré quasiment 5 ans et demi de Pavillon Noir. Voilà, je rejouerai plus probablement jamais à Pavillon Noir, parce qu'on a mis dedans tout ce qu'on voulait mettre dedans. On s'est investi émotionnellement, ça a pris des dimensions importantes au niveau de ce qu'on avait à raconter. Mais on y a mis tout ce qu'on voulait y mettre dans cette ambiance-là. On reviendra probablement pas à du KPDP, ou sinon, enfin je dis jamais, dans longtemps en tout cas. Donc là, Brancalonia, c'est la campagne de Brancalonia, il n'y en aura pas plusieurs. Et la campagne de Vampire, c'est dans une autre ambiance, notre grande campagne de Vampire, je pense.
Donc on a eu une première saison pour le moment. Donc là, on arrive déjà dans la campagne qui est en cours. Donc on est déjà 1 an et demi après la création de la chaîne, puisqu'il y a eu plein d'autres jeux entre-temps. Mais oui, on est vraiment dans une ambiance très, très différente. Là, cette fois-ci, beaucoup plus sombre et hem et moi, je voulais là, ce qui m'intéressait vraiment, c'était, d'aller creuser dans les thématiques qui sont, présentées sur la quatrième de couverture, à savoir Mmh. de l'horreur politique et personnelle. Donc là, on est dans 2 enjeux très, très forts, à la fois des enjeux d'interaction sociale compliqués avec des intrigues, des complots et en même temps sans négliger l'aspect, introspectif. Qu'est-ce que c'est de jouer un agresseur? Qu'est-ce que c'est de jouer un agresseur de rue en 2024? À mener tous ces questionnements. Le but à nouveau, c'est pas d'en faire quelque chose qui soit de l'ordre de la caricature, et d'essayer de chercher un propos, de développer une subtilité, de s'intéresser à la fois à l'aspect. Les personnages sont à la fois des proies et des prédateurs. Qu'est-ce que ça implique? Ouais. Et donc c'était ça qui nous intéressait. Alors là, forcément, ça donne un ton plus lourd, ça donne un rythme plus lent. On n'est pas dans une succession de rebondissements, qui vont toujours plus loin comme dans, par exemple, Brancalonia avec un rythme assez soutenu, mais à quelque chose où on prend le temps à prendre conscience des enjeux, des répercussions, de voir aussi à quel point les décisions pèsent, la nature des personnages aussi peut leur peser, heu, la façon dont ils vont continuer à entretenir leur vie d'avant, leur confronter à cette nouvelle non-vie, enfin voilà, tous ces enjeux-là. Donc on est dans quelque chose effectivement de beaucoup plus lourd, assez violent, dans les émotions, vers lesquelles Ouais. on essaye d'aller et forcément quelque chose de très, très différent en termes d'ambiance. Oui, oui, alors ça, c'est l'expression «on passe du coq à l'âne» est très bien choisie. C'est-à-dire que Ouais, 2 jeux, 2 ambiances différentes et c'est là qu'on ouais. voit vraiment, on va dire un peu le talent parce que c'est traité de, alors là, moi je dis pas qu'il y a pas d'humour, dans Vampire, ça peut arriver qu'il y ait deux trois bons C'est mots, caustique, quoi, voilà. c'est incisif, Ça peut arriver qu'il y ait deux trois bons mots par-ci par-là, mais c'est vraiment l'horreur. Alors, il y a beaucoup d'AP qui traînent sur YouTube ou sur Twitch, sur Vampire, mais euh, là c'est vraiment différent. On a un concept d'horreur personnelle qui est vraiment mis en avant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment comment la transformation va progressivement affecter la personnalité des personnages, en fait, des personnages. Ils partent de l'humain à l'évolution. Alors, il y en a certains qui vont... Non, je veux pas spoiler, mais euh, c'est vraiment très intéressant. Et donc, on a un rythme, comme tu le dis, plus lent, qui au début, quand tu pars de Brancalonia, ah ouais, au début, ça m'a fait bizarre. Mais en fait, qui est bien choisi et qui petit à petit va nous happer et nous plonger un petit peu dans l'horreur personnelle des joueurs. Et on s'en rend compte vraiment au fur et à mesure que c'est vraiment de l'horreur plus introspectif. Et ça, c'est quelque chose que c'est pas une critique des autres AP vampires, hein, attention, chacun fait son ambiance, mais c'est quelque chose que je n'avais pas vu en fait dans les autres AP vampires, c'est-à-dire que là, la faim, la soif va être plus jouée, il va être plus mis en avant, les conséquences que ça a pour la psyché d'une personne qui était humaine la semaine dernière, qui doit se retrouver à chasser, euh, l'aspect un peu perdu du néonate, qui est encadré par un autre joueur, parce que là aussi vous brisez un des codes en fait euh, des personnages dans le jeu de rôle en règle générale, c'est-à-dire très souvent dans le jeu de rôle, on a les personnages qui sont égaux. Et ben là, dans Vampire, à la table, bah c'est pas le cas du tout. oui. On en a un qui a quelques générations en moins, qui est plus âgé, mais qui a d'autres contraintes qui font que, Et ça se rééquilibre à d'autres endroits et qu'il est pas pour autant plus puissant, plus sage, plus ceci ou plus cela. Heu, et je dirais que de manière générale, c'est aussi, parce que,
on cherche pas forcément à faire reposer tous ces enjeux sur sur de la mécanique où du Oui, coup, tout à fait, ben, très tu plus important. vieux, donc forcément tu as, plus d'XP ou ceci ou cela. Là, particulièrement, Vampire, on a décidé d'en faire une campagne qui serait full narrative, sur lesquelles il y a aucun lancer de dés. Ça veut pas dire qu'il y a pas de qu'il y a qu'il y a que tout est prévisible ou qu'il y a pas d'arbitrage. Il y a des choses qui se mettent en place, mais à nouveau, on est beaucoup plus sur cet effet boule de neige, des conséquences Des des choix. décisions des PJ oui, voilà, des choix, voilà. Et donc, à partir du moment où la mécanique de la soif, par exemple, de la bête, de l'humanité, ne repose pas uniquement sur des jauges et sur des lancers de dés, mais repose vraiment sur l'interprétation et l'appropriation pour chacun de ce que ça veut dire l'humanité, ce que ça veut dire la soif, ce que ça veut dire la bête, eh ben, on essaye de toucher quelque chose d'un petit peu plus de l'ordre de la sensation et nous, bah, ça nous tenait à cœur parce que justement, on est dans un jeu qui sollicite la sensation, qui essaye de faire appel à tout ce que ça peut avoir de l'ordre du malaise, d'aborder tous ces sujets, d'essayer de les rendre concrets, de les faire traverser par les personnages en essayant de se projeter au maximum. Donc oui, c'est un petit peu l'enjeu. Et c'est cool que parce que nous, on a l'intention, quand on prépare, quand on se dit: «OK, on va jouer à Vampire, mais on va prendre une direction pour y Mmh. aller». Et pour chacun de nos jeux, on essaye de c'est pas voilà, on va pas juste prendre un jeu et dire: «On va jouer à ce jeu-là». On se pose vraiment la question de: «OK, qu'est-ce qu'on va chercher dans ce jeu-là? Pourquoi on y joue? Comment on va faire pour solliciter ça?» Et c'est cool si du coup, ce qu'on essaye d'imaginer en se disant: «On va essayer de restituer ça», c'est cool si, bah, si on y parvient, si ça fonctionne. Et ce qui est super aussi là-dessus, c'est que, bon, en fait, je vais juste pitcher un petit truc sur... Donc déjà, c'est Las Vegas by Night. Idée Euh... de Théo, là, pour le coup. Ah oui, très bonne idée. De Excellente toute façon, idée. il y a Excellente beaucoup idée. de bonnes idées. Ouais, ouais, Le co-auteur des deux grosses de campagnes Théo. de Oui, Théo. Théo est justement, alors là, on aura cité les 2 campagnes sur lesquelles il est co-auteur. Voilà. Alors Les autres, je on suis en va y aller autonomie, mais après ouais, ouais, ouais. sur Mais là, les... effectivement, Théo est Et partie prenante des tout à décisions fait. à l'écriture. Donc c'est Las Vegas by Night, et juste pour pitcher ce qu'arrive au PJ, donc en gros, c'est l'histoire d'un vampire un petit peu plus vieux, on va pas dire un ancien, c'est... bon, Ancillae, pour ceux qui un ont les termes. Ancillae, Voilà. exactement, quelqu'un qui, voilà, un Ancillae, qui s'était isolé suite aux grands événements de l'Inquisition, ceux qui connaissent le background de vampire, pour ceux qui connaissent pas le background, qui s'est retrouvé à devoir s'isoler, mais avec la version vampirique, c'est-à-dire il s'est isolé, mais quand le vampire va s'isoler, la notion du temps est un peu différente de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, lui, il va s'isoler il va se mettre en planque un mois, allez, un an. Non, le vampire, lui, il va se mettre en planque 10, 15, 20 ans, et il se passe des choses pendant ce temps-là. Et donc, cet Ancillae ressort et se retrouve pour X ou Y raison que là, je vous invite à découvrir, avec 2 néonates qui ne connaissent rien Sur les bras. sur les bras. Et voilà. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Sachant que l'une des joueuses ne connaît réellement rien à Vampire. Et ça, c'est superbe. Parce que quand toi, tu connais Vampire, que tu écoutes ce qui se passe, et que tu as envie de... Tu te retrouves à crier « Non, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça !» Et ça, le pitch est fabuleux. Il faut le reconnaître. Ouais, Donc, on a effectivement une joueuse qui ne connaissait pas le jeu et on lui a proposé, bah écoute, on t'en dira le moins possible, seulement ce dont tu as besoin pour créer ton personnage, mais sachant que son personnage aura été créé avant l'étreinte. Et donc, bah, tu vas découvrir tout cet univers et tous ces concepts à travers ton personnage, en étant bah, du coup dans le plus dans la sensation au plus proche de son personnage. Et effectivement, c'est assez intéressant de voir. Alors après, il y a aussi ce que la joueuse voit à quel point c'est une mauvaise idée, mais elle se dit mon personnage irait quand même, donc elle y va quand même, même si la joueuse n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais qu'elle se dit là, je suis en train de prendre une très très mauvaise décision, mais bon, pour l'intérêt dramatique, on va y aller. Et ouais, c'est assez cool comme dynamique de jeu.
et émotionnellement, vous allez retrouver des joueurs très investis. À tel point que je vais me confesser, à un moment, il se passe quelque chose, et j'ai envoyé un message à Kevin, je lui ai C'est dit, vrai. je lui ai dit, mais tout va bien à la table. Une grosse crise d'engueulade qui Mais est tellement investie de la part des joueurs que effectivement, si moi ça me paraissait évident parce que ça fait des années et des années qu'on joue ensemble, donc je sais qu'ils peuvent aller sur ce terrain-là et d'y aller émotionnellement, mais ce sont leurs personnages qui s'expriment, pas les joueurs. Mais au point, c'est vrai que j'ai pas imaginé qu'on pourrait, en le regardant, sans avoir forcément toutes les informations, qu'on pourrait se demander si effectivement c'est pas les joueurs qui se foutent vraiment dessus. Alors, non, non, pas du tout, pas du tout. C'est les personnages. là, je peux vous garantir que on a deux acteurs, parce que là, c'est deux acteurs en fait, deux joueurs, mais oui, là, on peut dire deux acteurs, franchement, qui jouent leur personnage. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Mais alors, moi, j'étais dedans, je marchais à fond, quoi. Je l'écoutais, moi, hein, j'étais en train de marcher dans la rue, je fais oh d'un coup. Et puis c'est parti vite. Et c'est parti vite. On en parlait beaucoup dans la FAQ parce que ça a soulevé beaucoup de questions. Donc là, on vient de terminer, on a tourné la semaine dernière la FAQ de la fin de la première saison et on est revenu sur tous ces passages-là pour expliquer le comment ça a arrivé ça ici, comment ça s'en est arrivé là et pourquoi à ce point. Voilà, toutes les explications sont là. Et ça, c'était alors là, une interprétation. C'est pour ça que je suis... Des fois, comme je dis, voilà, un bon maître de jeu, c'est très important. Mais une bonne table, c'est aussi important. C'est une dynamique de table. C'est une dynamique. Et là, la dynamique est vraiment... On voit par contre que vous jouez... Enfin, on voit que vous vous connaissez. Voilà, c'est ça. Et donc, ça s'imbrique vraiment. Mais, là, on a parlé des gros bébés, hein, mais entre-temps, il y a quand même des petites... Alors, attention, c'est petites versions cours des miracles. Hein. Oui, voilà. Il y a des petites séries, notamment SOT, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu un jeu, on va dire niche, hein, qui est très peu connu. D'ailleurs, honnêtement, je ne connaissais pas jusqu'à ce que je vois, et après je m'y suis intéressé. Très sympathique. Alors, c'est un jeu où les joueurs vont jouer des cultistes, au final. Là, pareil, encore une autre ambiance. C'est un jeu d'inspiration Lovecraftienne, effectivement, sauf que là, on inverse un petit peu le schéma où les PJ jouent les cultistes, ceux qui, normalement, dans un jeu type l'Appel de Cthulhu, sont les antagonistes principaux, sauf que là, les PJ jouent des cultistes, mais des cultistes comme si toi et moi on décidé d'être cultistes, à savoir faut qu'on gère aussi, aller chercher les gosses au travail, aller remplir les factures, pointer au boulot, payer aller faire les courses, et donc c'est la galère puisque ce sont des gens de monsieur, madame, tout le monde qui se retrouvent derrière à devoir le soir, à la nuit tombée, aller sacrifier des gens. Et donc forcément, ça crée une dynamique de jeu, un humour assez noir, un peu à la Breaking Bad, où on voit ces personnages qui très vite sont dépassés par les événements et le fait qu'ils sont pas forcément faits pour ce qu'ils sont en train de faire, mais la dynamique, le côté fanatique finit par prendre le dessus et c'est là où on voit toute la démence se manifester. Ouais. Le résumé, en fait, c'est du début, en fait, on va dire. Cthulhu, il est bien gentil, mais il permet pas de manger à la fin du mois. Voilà. En gros, faut vivre. En tout cas, c'est pour ça qu'ils cherchent à le. Je veux dire, ce sont des personnages qui n'ont de toute façon même pas, qui ne voient qu'en fait jusqu'à la fin du mois, à la fin de la semaine. Donc eux, ils n'ont pas des délires Donc voilà, eux, ils invoquent, ils cherchent à invoquer une entité cosmique pour résoudre leurs problèmes de tous les jours, quoi. Et oui, exactement. Donc c'est à la fois drôle parce que là aussi c'est un jeu qui est très en effet boule de neige, qui est assez court, mais par contre la situation ne fait que déraper à mesure qu'elle avance. Mais c'est très Breaking Bad. Je pense que vraiment c'est le bon résumé. C'est un jeu qui tire ses inspirations directement là-dedans aussi. Hein. Je crois qu'il l'assume clairement le fait d'aller piocher dans ses références. Ou sinon c'est moi qui ai vu à quel point c'était très très proche.
Mais du coup, ouais, voilà, il y a un humour où à la fois ça peut être très léger et à la fois extrêmement Ah dramatique. oui, oui. Mais et tout ça en très condensé, puisque c'est effectivement le format le plus court qu'on ait fait. Alors ça nous prend quand même 4 parties pour en arriver à bout. Mais on fait voilà des petits formats de 2 heures, mais on a tendance à prendre le temps quand même de poser les choses. Mais ça roule tout seul, ça va vite. C'est un petit format qui se consomme, je pense, assez rapidement, et ça donne un bon ton ouais, de cette ambiance du jeu et aussi de ce qu'on peut proposer sur la campagne quand on va un peu plus vers le truculent ou un peu plus vers le sombre. Je pense que c'est un jeu qui est un peu à cheval sur tout ça et qui propose un truc un peu survitaminé des différentes extrêmes qu'on pourrait avoir sur la chaîne. Oui, bah, d'ailleurs, autre ambiance encore une fois. Cette fois-ci, Mm. c'était Colt et Crapule avec Wazitoum. Cette fois qui vous a rejoint. Avec Wazitoum, ouais, que je devrais de la recevoir chaîne bientôt. Wazitoum, ouais, donc de la chaîne du même nom, Wazitoum, donc autre chaîne d'actual play. Donc lui qui a pu cette fois-ci, lui qui est aussi condamné à la chaise du MJ, à la position du MJ, là il a pu venir Oui. en tant que joueur sur Colt et Crapule. De notre côté, il nous a aussi accueillis en tant que joueur, pour venir jouer chez lui. Et donc Colt et Crapule, oui, on a fait clairement du western. Genre assez rare, assez sous-représenté dans le jeu de rôle. On n'a pas fait du Deadland, on a fait quelque chose de plutôt réaliste avec un système tout mini qui tient en 2-3 pages, un truc très très léger. Vous l'aurez compris, nous les systèmes, on les aime légers. On saupoudre un peu, mais on n'en met pas. Voilà, on s'enlise pas dans les règles. Et donc là, on est allé de ce côté-là, ambiance très Red Dead Redemption et Deadwood, pour ceux qui ont les références. C'est vraiment les deux références sur lesquelles. Ah oui, oui. Deadwood. Ah, Deadwood. Bah voilà, on a est jamais dans le cœur, avec la fin qu'on a attendue, l'une des meilleures séries ever. Voilà. Absolument d'accord. Et donc voilà, on a essayé d'aller là-dedans, comme on avait fait pendant des années du Pavillon Noir, comme là on avait fait du médiéval fantastique, on n'avait pas encore fait Vampire à ce moment-là, mais voilà, on avait envie de revenir sur quelque chose d'un contexte un peu plus réaliste, parce qu'on aime bien aussi les univers, les univers qui s'ancrent dans notre histoire, avec évidemment plus ou moins de liberté. On avait fait Pavillon Noir pendant des années, qui se passait au XVIIe siècle. On avait fait un crochet par le fantastique en passant par Brancalonia, et donc là, on revenait avec Colt et Crapule sur de l'historique. Voilà, c'est punchy, c'est un format assez court pour le moment qui va servir un petit peu de saison pilote à une suite qui viendra à l'occasion. Ah, mais moi une suite. Oui, enfin, c'était un. Alors, Wazitoum ne s'engage pas sur une suite parce qu'il ne sait pas s'il pourra être suffisamment disponible pour s'engager sur plusieurs semaines. Mais en tout cas, nous, on a la volonté la seule saga qui est terminée pour le moment, c'est SOT, parce que c'est vraiment un one-shot qui a été découpé en plusieurs parties. Enfin, qui s'est joué sur plusieurs soirs, mais en tout cas, c'est un tout, un package. Là où tous nos autres jeux sont encore en format ouvert, donc Brancalonia, 3 saisons, et il y aura une suite. Colt et Crapule, il y en a pour le moment une saison de 6 épisodes. C'est la saison la plus courte de toutes les campagnes qu'on ait. Mais c'était un format pilote pour amener peut-être une suite un peu plus le pilote de Deadwood, un peu plus développé par la suite. Oui, voilà, on a un pilote à la Deadwood. T'as un Swearingen dans ta table? Venez voir pour en juger, mais en tout cas, on pioche les inspirations là où on peut, sans pour autant faire du copier-coller. C'est aussi un petit peu tout le challenge quand on essaye de s'approprier des univers qui ont déjà des forces. Mais voilà, on est content parce qu'en jouant, on a eu des retours qui nous disaient on retrouve bien cette ambiance-ci, on retrouve bien cette ambiance-là. Donc voilà, on essaye de porter un petit peu ça, mais voilà, on a du cow-boy, on a des Indiens, on aura des trains, on aura des mines, on a des explosions à la dynamite. Donc voilà, on est dans ces enjeux-là, mais peut-être pas tant western spaghetti ou encore que comme il peut y avoir dans Red Dead Redemption, un grand écart entre à la fois du à nouveau extrêmement réaliste. Oui, enfin pour le côté en tout cas très sombre, très dramatique à la Deadwood,
et le côté très western spaghetti quand c'est beaucoup plus tonitruant, beaucoup plus explosif. Donc aussi, on va être un petit peu dans ces différentes ambiances-là. Et là aussi, on va un peu malgré tout vers le drama. Qu'est-ce que ça implique d'être voilà, le pitch, c'est des anciens hors la loi qui, après un coup qui a magistralement foiré, essayent de se mettre au vert, mais 7 ans plus tard, le passé les rattrape. Ouais. C'est un peu le pitch. Donc, qu'est-ce que ça implique pendant toutes ces années d'avoir essayé de refaire, d'avoir essayé de se refaire une vie, d'avoir une famille, et puis à un moment, bah, tout ça qui vole en éclats. Et donc voilà, c'est ce que ça raconte. Et enfin, The Last but not the least, parce que on apprend qu'il y aura peut-être une suite. Nous allons repartir au pays où les moldus ne sont pas spécialement acceptés. Nous avons un Harry Potter aussi qui traîne au sein de la chaîne de la Cour des Miracles. Ouais. Du Hogwarts, oui. Donc dans l'univers de Harry Potter, plutôt 19e siècle, donc en utilisant le cadre du jeu vidéo, en se plaçant avant les événements du jeu vidéo. Donc on spoile rien du tout du jeu, on récupère juste quelques PNJ dans le corps professoral, ce genre de choses. On s'en sert comme décor. Mais après, avec notre propre aventure, nos propres personnages, les élèves jouent des quatrièmes années. Ils sont chacun d'une maison différente. Et le quatrième, puisqu'il y a trois PJ, le quatrième, c'est le rival. Et puis, bah, c'est une ambiance différente. On joue des adolescents de 14 ans. Donc, on s'intéresse à la fois autant à... Pour moi, il y avait 3 grosses intentions dans Hogwarts. Il y avait à la fois les enjeux de magie, c'est l'univers d'Harry Potter. Donc voilà, aller chercher, creuser tout le lore et tout l'aspect mystérieux. Il y a le côté, les cours, c'est une école, donc qu'est-ce que ça implique de devoir en même temps jongler entre faire ses devoirs, ouais, c'est tout le sel, hein. Cours, ce genre de choses, ouais. Oui, voilà. Et aussi, qu'est-ce que c'est d'avoir 14 ans? Qu'est-ce que c'est être un adolescent? Quelles questions ça soulève à cette époque-là? Et c'est quelque chose qu'on voulait pas négliger. Et donc, donc sans à nouveau tomber dans le grotesque, tomber dans la caricature, en montrant les adolescents du doigt, en disant oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ou j'en sais rien. Non, essayez plutôt de se rappeler qu'est-ce que ça pouvait être, ça pouvait être d'être adolescent, qu'est-ce qui est vital à cette époque-là, qu'est-ce qui est à cet âge-là, qu'est-ce qui est important, et surtout qui plus est dans un univers comme celui-ci. Donc oui, une première saison qui occupe la période de la rentrée, une rentrée assez mouvementée pour les PJ et pour Poudlard. Et puis on reprendra à l'occasion pour une saison 2 qui cette fois-ci exploitera une autre partie de l'année, un petit peu comme les romans, et toute la campagne en tout représentera une année scolaire. Donc écoute, voilà. On a fait un petit peu le tour des AP en fait qui ont été proposés. Et si on devait résumer, est-ce que toi t'as un petit chouchou ou alors vraiment tu aimes tout sur un... C'est trop difficile. Eh oui, tu savais qu'elle allait arriver celle-là. C'est trop difficile. Ouais, c'est trop difficile parce que déjà ce sont toutes toutes des campagnes maison, campagne ou pas campagne, même format court, mais c'est que du maison. Il y a pas c'est pas des scénarios clés en main du commerce, donc on écrit tout, on prépare tout. C'est du bac à sable aussi, ça veut dire que on prépare en amont. Alors pour Brancalonia et Vampire avec Théo, et pour les autres jeux, moi tout seul dans mon coin, mais on prépare les choses en amont, et ensuite ça sert uniquement de contexte de base pour qu'ensuite les PJ se l'approprient. Donc c'est aussi beaucoup de surprises dans le sens où les scènes ne sont pas écrites à l'avance et les PJ passent à travers la campagne en mode spectateur. Ils ont une véritable agentivité. Donc finalement, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... On s'investit tous personnellement, c'est des personnages qu'on va suivre pendant des saisons et des saisons, donc on s'y attache. Et comme ce sont des univers en plus qui sont pas interchangeables, parce que justement on les veut très distincts les uns des autres, avec des ambiances très différentes, pour s'adresser à des envies très différentes aussi, qui sont à la fois celles des viewers, mais aussi les nôtres, d'avoir envie de jouer à des choses différentes. Ça dépend des moments. Il y a des jours où ah tiens, Brancalonia, c'est vrai que c'était cool. Et puis il y a des jours où on s'éclate à faire ceci. Ah, Vampire, c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance. Et puis là, de repenser à Hogwarts, de repenser à Colt et Crapule, qui est... Et ça te donne envie?
Bah oui, ça C'est donne envie de s'y obligé. replonger parce que en plus, comme pour le moment, ce sont des campagnes qui sont inachevées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenu en stock, pas des scènes préparées, mais je veux dire des éléments de jeu, des PNJ, des intrigues qui sont à disposition et qui n'ont pas encore été montrés. Et j'ai qu'une hâte, c'est que tout ça ait le temps d'exister. Donc c'est pour ça à la fois que j'ai envie qu'on y revienne et j'ai pas spécialement de chouchou dans le sens où voilà, elles font toutes partie elles constituent toutes une part de la cour des miracles. Et par contre, je suis super content de voir qu'il y en a aucune qu'on renie, qu'on se dit la mince, là c'était une erreur, on s'est vraiment planté. Ou non, j'ai l'impression qu'à chaque fois, de temps en temps, il arrive qu'on ait une partie où avec un coup de mou, Oui, ça prend pas. Mais et puis il y en a d'autres où on se dit là par contre c'est vraiment génial. Mais bon, c'est normal sur des formats au long cours d'avoir un petit peu toutes ces saveurs. Mais il y a aucune campagne où on se dit là vraiment on Il a y a foiré, on n'aurait jamais dû faire ça, quoi. il y a quelque Donc chose. non, il y a une satisfaction. Il y a quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs dans la manière de fonctionner de la Cour des Miracles, en fait, dans tes AP, c'est qu'on avait discuté sur les temps de préparation de campagne, où tu m'avais dit c'était à peu près 6 mois que tu te mettais à fond pour préparer. Et ce qui est hallucinant, enfin, pas hallucinant, mais beaucoup de maîtres de jeu qui le font, attention, mais là c'est bien mis en évidence, c'est-à-dire que tu as une énorme préparation sur l'univers, mais au final, en fait, les joueurs sont totalement libres. C'est-à-dire que alors, ça se voit surtout sur Vampire, ça c'est vrai, où c'est vraiment un bac à sable. C'est-à-dire que, pour vous donner une petite idée quand même, parce que la première saison, c'est grosso modo 15 jours de vie. Même pas. Je suis même pas sûr qu'on atteint. Je suis même pas sûr qu'ils aient atteint. Même pas une dizaine de nuits, ça doit durer une semaine. Une dizaine de nuits, c'est la première saison. 18 épisodes. Et parce que les PJ vont être. En fait, il n'y a pas de cadeau qui leur est fait. Il y a rien qui leur est fait. C'est-à-dire que. Voilà, t'es dans cette situation. Point. Qu'est-ce que tu fais? Et grosso modo, surtout là, quand tu te retrouves avec deux néonates qui savent pas dans quoi ils débarquent et un autre qui est resté en planque pendant 12 ans dans ses égouts. Donc forcément, quand ils sortent, ils se retrouvent au milieu d'un brouillard de guerre. S'il fallait illustrer ça avec c'est un peu comme ça qu'à un moment j'ai fini par visualiser la campagne. C'est ok, ils sont au milieu. Moi j'ai mon brouillard de guerre où sans le brouillard, donc je sais où sont tous mes acteurs, toutes mes intrigues. Mais eux, ils débarquent autour de ça. Et puis le moindre pas qu'ils vont faire, ils vont mettre le pied dans une intrigue. Mais ils n'ont dans un premier temps pas beaucoup de contrôle et ils vont devoir apprendre à la dure à comment sortir de tout ça. Parce que c'est l'univers qui s'y prête et il y avait cette volonté de faire du bac à sable. Oui, du bac à sable. Et puis ils ont choisi aussi les personnages avec ce côté, ouais, on est un peu largué et c'est l'occasion aussi de ne pas avoir c'est une petite astuce aussi pour faire en sorte qu'ils aient pas trop de lore à réviser avant de commencer. Oui. Ça permet aussi de faire en sorte d'amener tout ça en jeu au fur et à mesure. Ça permet aussi de le faire pour les joueurs, mais aussi pour les viewers. Donc voilà, c'est le fruit d'un certain nombre de réflexions qui font que vous allez découvrir le contexte petit à petit. Tout l'enjeu est justement de découvrir le contexte à l'échelle de cette ville, puisque justement ça va être le terrain de jeu de toute la campagne. Donc ça demande effectivement c'est un jeu d'échecs. De toute façon, un jeu d'échecs, c'est des enjeux effectivement on avance ses pions, quels pions sont manipulés par qui, quelles sont les mains qui manipulent les pions. Ce qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas la même notion d'ancien ou de... C'est-à-dire que on ne se rend pas compte de l'âge des vampires, même des personnes à qui ils parlent. On ne se rend pas compte de leur âge, et on voit par exemple des prétendants au poste de prince qui sont jeunes, en fait, à l'échelle vampirique, hein, bien sûr, attention, qu'on pense jeunes à l'échelle vampirique. Et en fait, c'est la preuve que dans Vampire, c'est pas besoin d'être du bas Moyen-Âge, 6e génération, pour forcément être très intéressant. Et là, on voit pour le moment, après il y aura peut-être des surprises, mais pour le moment, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de... Il y en a une que je soupçonne quand même. Petit soupçon. Il y en a une que je soupçonne. J'ai bien dit une. Que je soupçonne d'être assez âgée, mais on ne voit pas vraiment
d'âgé. Et en fait, c'est une ambiance où on ne devine pas vraiment beaucoup de vampires âgés. Plutôt, voilà, je devrais plutôt dire ça. Mm. Et ça, j'aime beaucoup, en fait, parce que on a trop tendance à essayer de mettre en avant le vampire qui est puissant, qui en impose, etc., etc. Il y a, il y a pas forcément cet aspect. Moi, l'un de mes personnages préférés, est-ce que ça spoil? Non, ça spoil pas. C'est un ventrou qu'on voit beaucoup en avant et qui est fondamentalement un ventrou, mais avec un paraître qui n'est pas du tout un ventrou. C'est-à-dire, mais par contre, dans ses objectifs, la manière dont il va faire, mais son paraître est calculé. Et il m'a fait penser à comment il s'appelle, Hellblazer en anglais, c'est Constantine. Le film Constantine. Ah oui, oui, Constantine, Il oui. m'a fait penser au Ah oui, diable. Lucifer. Ouais. Il m'a fait penser à Ouais, Lucifer. mais oui, Et il y a de ça. qui arrive avec Il son fait beau costume, pieds je suis nus. content qu'il se ressemble, mais ouais, complètement. Voilà. Et donc c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Après, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que la V5 remet justement un Ah peu oui, ça c'est bien. en ordre tout ça, parce que justement, elle a plusieurs prétextes. Déjà, le premier, c'est l'appel. Ça fait que déjà, l'appel, il fait en sorte Oui. que beaucoup d'anciens partent au Moyen-Orient. Il y a le fait, bon là on entre un peu dans les détails techniques, hein, et on respecte ou on respecte pas, ou on n'adhère pas. Il y a aussi le fait que bah là, Las Vegas, 12 ans plus tôt, là, il y a eu la purge de la Camarilla par la Seconde Inquisition, donc ça veut dire aussi tous les anciens se sont fait zigouiller, donc c'est aussi maintenant la responsabilité de, entre guillemets, ceux qui restent de devoir reprendre le flambeau, et donc ben, c'est de la place qui est faite aux plus jeunes. Et puis après, il y a aussi le fait que bah, tant que tu ne sais pas précisément, je veux dire, il y a aussi ça, ce que j'ai trouvé intéressant à un moment, ça m'a fait un peu un déclic, et je sais plus à quelle occasion ça a été le cas, c'est de se dire, c'est qu'en fait, les descendants, en fait, ils vont pas forcément te donner leur carte de visite ou leur carte d'identité quand ils vont te Exactement. présenter. Et donc, en fait, ils te disent pas forcément de quel clan ils sont, de quel clan ils sont, de quelle génération ils sont. Oui, Donc, la génération, c'est ça. débrouille-toi avec ça. C'est-à-dire que soit tu peux en déduire que ils sont arrives à percevoir à peu près, soit ils vont te dire quelque chose, mais dans quelle mesure est-ce que tu peux le croire? Et dans quelle mesure est-ce qu'ils vont pas se paraître plus âgés qu'ils ne le sont, ou au contraire plus jeunes qu'ils ne le sont pour pas qu'on se méfie d'eux? Et donc il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Et en fait, la campagne est aussi écrite sur le fait que pour moi, c'est chaque descendant a un secret, cache un secret. Et c'est donc, ok, le but, c'est si déjà vous arrivez à trouver le secret, ben, vous aurez trouvé l'arbre qui cache la forêt, et ils auront encore Ah, un moi, coup ce que d'avance j'adore, sur vous. Et c'est un peu l'idée. c'est qu'on doit tout deviner. Par exemple, je donne un exemple, il y a un PNJ on devine à peu près sa génération, parce que, comme tu le dis, il va pas se présenter, bonjour, je suis de telle génération, et d'ailleurs, on a compté. Hein, Certains vont le revendiquer. certains vont le revendiquer, mais etc., etc. Et en fait, tu le devines, t'es obligé de faire, moi, de calculer par le bas, en fait, par les Ouais. enfants. Et je me suis dit, donc on va remonter comme ça, et on va voir là-dessus. Mais c'est très fin, et tu dois tout, même le spectateur doit vraiment deviner, doit vraiment tout reconstruire pour essayer de comprendre les choses. C'est un jeu à secret, donc on essaye d'entretenir cette ambiance-là. Alors une fois que moi je fais pas de rétention d'informations, c'est-à-dire que si les personnages vont chercher l'information, ils Ils vont finir l'avoir. l'information. Si derrière ils oublient une information, j'hésiterai pas à leur redonner. Je les laisse pas tout seuls dans le flou s'ils sont vraiment en galère. Par contre, oui, les informations, faut aller les chercher, et d'ici là, elles vont baigner, elles vont profiter de ce flou artistique. Et oui, pour revenir à ce que tu disais précédemment, c'est vrai que moi, ou en l'occurrence nous, avec Théo, quand il est impliqué dans la préparation de campagne, on prépare tout
C'est-à-dire on prépare les lieux, on prépare les PNJ, on essaye Mmh. d'avoir voilà des noms d'avance, ce genre de choses pour faire en sorte d'avoir une capacité à improviser sur des bases C'est un peu ça. plus solides. C'est une Mais par improvisation contre, préparée. oui, voilà, ça veut dire qu'en gros, j'ai suffisamment j'ai suffisamment d'outils à ma disposition pour pouvoir être paré à toute éventualité, c'est tout. Mais par contre, au moment où la partie commence, la première partie, normalement toute mon écriture est faite, je n'ai plus besoin de revenir. Et en Mmh. général, à partir du moment où l'épisode 1 d'une saison commence, moi je commence à travailler la campagne d'après. La saison d'une autre campagne, c'est-à-dire que là, on est en plein dans Vampire. Je vais commencer à retravailler les prochains jeux. Mais là, ça fait quelques mois qu'on est dans Vampire et ça fait déjà quelques mois que je ne touche plus du tout à Vampire. Je n'y touche que les soirs Les de soirs où tu la maîtrises. partie. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait que je suis joueur comme les autres. Ça demande du travail avant, mais par contre le reste du temps, je suis joueur comme les autres et j'essaye de faire en sorte de pas me contenter de décrire ce qui se passe et de laisser les joueurs et de laisser les joueurs observer. Non, non, c'est plutôt très vite d'établir une situation, d'essayer de mettre l'ambiance, d'essayer de leur rappeler quels sont les enjeux et puis ensuite, c'est de leur donner la parole et de voir ce qu'ils vont faire. Et ce, quelle que soit la campagne, que ce soit celle-ci ou une autre, c'est juste que le rythme il va être plus ou moins soutenu et l'ambiance va être différente. Mais comme il y a une volonté d'essayer de créer du bac à sable, sur toutes nos campagnes, de donner le maximum de liberté aux joueurs et de montrer aussi que c'est pas si difficile à faire, il suffit d'être à l'écoute des joueurs. C'est préparer un peu en amont, laisser jouer et ensuite, par contre, dans le cadre des FAQ qu'on fait systématiquement à la fin de chacune de nos saisons, c'est aussi débriefer, expliquer comment on a fait les choses, comment on a réfléchi aux choses de manière à pouvoir montrer l'envers du décor et comprendre tous les mécanismes qu'on met en place, ces fameux outils dont je parlais précédemment, lesquels, pourquoi, comment, de manière à pouvoir donner à d'autres les outils pour pouvoir se les approprier. L'idée, c'est d'être le plus C'est transparent ça. possible sur notre pratique et de montrer ce que ça donne. S'approprier l'univers, une bonne préparation de base pour qu'en partie, au fait, tu réagisses sans que les joueurs se sentent prisonniers quoi d'un contexte ou quoi que ce soit. Réagir à ce qu'ils vont faire. Comme t'as un bon socle de préparation, bah tu peux te laisser aller à une belle improvisation derrière. Parce que de toute manière, vu que les PJ sont libres, t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu peux pas les mettre dans un... Enfin, ça dépend de l'ambiance que tu vas faire, Oui, les oui. mettre dans un carcan. Ça va dépendre aussi le jeu qui va s'y prêter. Vampire se prête alors, remarquablement bien à cet exercice pour le coup. Celui-là est pour le coup encore plus en bac à sable que le reste, puisque là, on a vraiment une ville-monde Hmm. à l'intérieur duquel on jette les PJ. Là où on a d'autres jeux où il y a beaucoup plus d'enjeux de voyage, et donc Exactement. forcément, ça implique une dynamique un peu différente, où on est obligé de construire des différentes localités vers lesquelles les PJ vont. Je dirais que pour le coup, dans Hogwarts, il y a aussi un peu cet enjeu d'univers monde où tout se passe plus ou C'est moins à ça. Hogwarts, Hmm. à part l'introduction où forcément on est passé par le chemin de traverse, le trajet en Poudlard Express. Mais là, maintenant, ça y est, pour l'année, ils vont être à Poudlard. Il y a la forêt interdite, il y a Préolard. Mais sinon, ça reste un univers monde. Et le but, c'est, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais Vampire, effectivement, est peut-être le plus sédentaire, entre guillemets, et celui sur lequel ils ont le plus de liberté. Là où Hogwarts, il y a, on va dire, des enjeux de rendez-vous avec les saisons, ce genre de choses, Oui, t'as une des timeline, événements. t'as plus l'aspect Oui, timeline, voilà, alors que Vampire, de par leur nature, en fait, la timeline... elle est. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est tout l'enjeu de qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez prioriser. Et donc, dans un premier temps, c'était vraiment découvrir un petit peu ce qui vous entoure. Et c'est vrai qu'ils avaient le côté un peu perdu et en même temps, ils me disaient le côté un peu grisant de savoir on ne sait pas du tout où on va, mais on sait que dès qu'on va mettre le pied quelque part, on va découvrir quelque chose, mais ça risque de nous retomber dessus. Et maintenant, ils en sont à un stade où ils ont commencé à, hum, à repousser suffisamment ce brouillard de guerre pour commencer à avoir des pistes, à voir ce qu'ils peuvent en faire, et maintenant à devoir prendre des décisions sur ce sur quoi ils vont décider de s'investir, parce qu'ils ne pourront pas forcément tout faire, ou ils vont devoir prioriser. Prioriser, ça veut dire forcément décevoir ceux qui n'auront pas été les priorités, et forcément, ça a des causes et des conséquences. Et c'est là où la campagne, elle s'alimente elle-même, puisque c'est tout un enjeu de politique, et comment tu fais aussi pour
aller dans ce sens-là, dans le sens où on est tout systématiquement sollicité, on a toujours des choses à faire, où on se sent systématiquement en danger, donc il faut qu'on agisse continuellement. Et en même temps, quelle place il me reste pour pouvoir avoir le temps de me retrouver avec moi-même, de pas m'oublier, d'avoir le temps du temps pour passer avec mes proches, de les mettre en sécurité. Et ben tout ça, c'est les enjeux de la campagne. Et forcément, ça questionne, d'autant plus que moi, je m'amuse de temps en temps à titiller les pulsions, les tentations des personnages pour les mettre face à leurs décisions et face à des dilemmes. Vient le moment où je vais te poser une question, tu vas m'en vouloir, une question très compliquée. Très 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 compliquée. Et pourtant, il va te falloir y répondre. Tu ne vas pas pouvoir t'esquiver. Tu ne vas pas pouvoir t'esquiver. Il n'y a pas de calcul mental parce que je ne suis pas bon. Pas de calcul mental. La question est à la fois simple mais tellement compliquée à répondre. Je suis un nouveau viewer. J'arrive sur la Cour des Miracles. J'ai pas spécialement de goût particulièrement. Tu m'aides pas du tout. Ah non, je t'aide pas du tout. Par quoi je commence Par quoi je commence Par quoi je vais avoir une belle image de la Cour des Miracles? Moi, je dirais toutes, mais après. Par quoi je commence? C'est vrai que dans un premier temps, j'allais répondre, ça dépend vraiment de tes goûts, dans le sens où si c'était facile ça. Oui, c'est évident. Si tu préfères du médiéval fantastique, si tu préfères du truculent, si tu préfères si tu préfères du Donjons et Dragons, mieux vaut du Brancalonia. Si tu préfères du Lovecraftien, mieux vaut Sot. Si tu préfères du Vampire la Mascarade, là on aura cité vraiment les 3 gros mastodontes, du coup on a du Vampire aussi. Ça dépend vraiment des ambiances voulues, ça dépend aussi du temps qu'on a, parce qu'il y a des formats courts, il y a des formats longs. Après, nous, c'est des formats de 2 heures, ça peut s'écouter en podcast. On est aussi, donc en fait, on diffuse en live sur Twitch chaque semaine. Ensuite, les épisodes se retrouvent en replay sur YouTube et en podcast, notamment sur Spotify. Donc après, il y a différents formats sur lesquels on peut aller. Moi, je consomme des actual plays, mais je les consomme pas comme je regarderais une série. Je les consomme en faisant autre chose. Effectivement, comme tu disais, toi en marchant dans la rue, moi ça peut être en faisant mon ménage, en faisant mes courses, en prenant la voiture. Donc ça dépend vraiment du temps, ça dépend de l'investissement dans lequel la concentration que vous voulez y mettre, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes au niveau des ambiances, parce que clairement, il y en a des plus lourdes, il y en a des plus légères. Maintenant, je pense que Brancalonia, ça reste quand même une bonne entrée en matière. Déjà parce que je dirais c'est la première, c'est celle qui nous a fait connaître, parce que du coup, on est toujours pas, on est loin d'être célèbre. En tout cas, c'est la première sur laquelle on a eu aussi des retours, des gens qui nous encourageaient, des gens qui nous disaient, franchement, c'est top ce que vous faites et tout. Donc il y a forcément aussi une légitimité à se dire, en fait, ça y est, nous, la raison pour laquelle on a lancé la campagne, c'est qu'on jouait dans notre coin et on s'est dit, mais en fait, s'il faut, ça pourrait en intéresser ou en inspirer d'autres la façon dont on joue. Et les histoires qu'on raconte, ça vaudrait le coup peut-être de les immortaliser, ne serait-ce que pour qu'on en ait un souvenir. On regrette de ne pas l'avoir fait dès la campagne de Pavillon Noir. On se rattrape à partir de Brancalonia. De la création de la Cour des Miracles avec Brancalonia. Et c'est vrai que Brancalonia, il y a cet avantage c'est à la fois léger, c'est à la fois c'est pas gratuit, il y a une intrigue qui se construit petit à petit. Je pense que c'est un bon moyen de se dire, ok, dans un premier temps, je peux regarder que quelques épisodes et m'arrêter là parce qu'il se sera passé des choses. Et en même temps, si j'ai envie de prolonger l'expérience et de m'y intéresser petit à petit, il y a une histoire qui va se raconter, il y a des rebondissements, il y a des enjeux dramatiques, il y a de l'émotion. Et je pense que c'est une campagne qui est suffisamment riche et vaste en termes de thèmes, en termes de genre, en termes d'amplitude d'émotions vers lesquelles on va, pour avoir un peu il pourrait y en avoir pour tous les goûts et en même temps une saveur ensuite on peut creuser les différentes autres campagnes qu'on a, parce qu'après je dirais que les autres c'est des trucs très très spécifiques. Colt et Crapule, le western, on sait que c'est un genre qui plaît pas énormément en jeu de rôle. Sot, c'est très court, c'est très intense et puis c'est très particulier au niveau de la proposition. On est quand même dans quelque chose d'assez de l'ordre de la comédie noire.
c'est pas exactement l'ambiance Lovecraftienne, donc c'est pas Moi, selon les attentes qu'on a, on pourrait être surpris. Adoré Sot. Je l'ai découvert, cool. je l'ai découvert un peu après, en fait. C'est un petit peu d'ailleurs à cause de Sot que j'ai pas vu là, que j'ai des épisodes de retard aussi. Parce que en fait, c'est le dernier en fait que j'ai écouté, Sot, et j'ai adoré parce que j'aime bien le principe. Cool. J'ai bien retrouvé Breaking Bad. Bah, je pense qu'on est un peu pareil, parce que quand j'entends tes inspi sur les séries télé qui vont, pareil, qui vont donner, moi, un roman va me donner mille idées, une série télé va me donner 1000 idées, une musique va me donner absolument 1000 idées aussi, et donc je suis totalement d'accord. Et je suis totalement d'accord aussi sur la porte d'entrée que tu donnes, qui est Brancalonia. Alors c'est le premier, mais c'est un hasard, je pense, aussi là-dessus. C'est une très belle porte d'entrée qui va vous donner la vision d'une facette, je tiens à dire, des joueurs et du maître de jeu de la Cour des Miracles. Vraiment une facette. Peut-être que le grand écart, faites peut-être, si jamais vous voulez enchaîner Brancalonia, faites peut-être des petites haltes avant, parce que passer directement à Vampire, le rythme est l'inverse, c'est l'inverse. C'est, vous allez être intermédiaire. Je dirais que après Brancalonia, si on veut entre les deux extrêmes, si on veut essayer d'avoir une progression un peu nivelée, je dirais qu'il y a Brancalonia, et puis il va y avoir Hogwarts, puis il y avoir ou éventuellement Hogwarts et Brancalonia. Je dirais que selon les. Après, il va y avoir Colt et Crapule, il va y avoir Sot. Ou peut-être même Sot est peut-être un peu plus punchy que Colt et Crapule, et enfin on va aller vers le plus sombre avec Vampire. Bon. Après, c'est vraiment des histoires de goût et des histoires d'humeur. Oui, après c'est d'humeur pour le coup. Vampire, quand je suis passé de Brancalonia à Vampire, je suis passé à Vampire. Ah ouais, je te promets, mur, j'ai fait ouf, elle va être dure celle-là à suivre. Et c'est pour ça que j'avertis les viewers. Je me suis dit, elle va être dure à suivre, parce que le rythme. On passe de Brancalonia où le rythme est effréné à mon goût. Enfin, mais dans le bon sens du terme, parce que le jeu veut ça. Le jeu veut ça. À Vampire où c'est très lent. Le rythme est lent. Et après, parce qu'il se veut introspectif et qui veut laisser la place aux joueurs c'est un jeu d'échecs, mais c'est pas du blitz. C'est vraiment réfléchissez à votre prochain coup parce que les autres en face en ont 3 d'avance. Et progressivement, on se fait happer, en fait, on se fait prendre. C'est un petit peu comme si on tombait dans une toile d'araignée ou dans un sable mouvant. Au début, on se dit c'est cool, quoi, et tout, ça va, je sais pas si ça va me plaire, et trucs comme ça, et puis progressivement, on s'enfonce, on se fait ah ouais, ça me plaît, ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? C'est vraiment ça. C'est vous regardez une série qui va prendre le risque de faire 2 épisodes de mise en place, 2-3 épisodes de mise en place, mais vraiment de mise en place d'ambiance et tout, pour sublimer la suite. C'est vraiment ça. Et si on devait dire ça, c'est pour moi, c'est-à-dire qu'on a une mise en place qui a l'équivalent de 2 épisodes, mais attention, quand vous attaquez le 3e, vous êtes cuit, hein, vous lâchez plus du tout. C'est-à-dire, vous êtes dedans et vous êtes comme ça accroché. Voilà, bah écoute, je pense qu'on va faire un petit mot de la fin. J'ai été déjà très 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 content, comme tu disais, c'est un honneur de faire là-dessus. Ben moi, je trouve que c'est un honneur aussi de te recevoir pour la première, parce que en termes d'AP, tu as été mon gros coup, enfin la Cour des Miracles, l'équipe, je tiens à dire, vous avez été un gros coup de cœur, et pourtant je peux te dire que je suis assez connu pour en consommer de l'AP, et vous avez été mon gros coup de cœur de cette année 2024. Attention, hein, parce qu'après il va y avoir il y a d'autres AP que j'aime beaucoup, mais le coup de cœur vraiment de l'année, mangez-en. C'est mangez-en, oui, et c'est la Cour des Miracles. Donc, essayez. Je vais vous mettre des liens en dessous. Vous pouvez, pour rejoindre la Cour des Miracles, le Discord de la Cour des Miracles, où il y a quelques petits fous. Je vais faire un coucou aux membres de la communauté avec qui je partage. Cool. Je vais faire un gros bisou à Al de la communauté, et je vais faire un gros bisou à Grégory Gino. Voilà, je vous adore aussi. Les Dupont de la Cour des Miracles, fan club. Le fan club. Qui nous fait du cinématique univers avec la Cour des Miracles, qui cherche des liens entre toutes les campagnes, c'est très cool. Oui, du coup, on est présent sur Twitch,
Donc c'est là où on diffuse, puisqu'on fait quasi la totalité de Quel tous jour? nos contenus. Alors actuellement, pour Vampire, ce sont les mercredis soirs à partir de 21h en live sur Twitch. Ça changera en fonction des jeux, parce qu'en fonction du casting, les PJ, on en a certains qui sont à l'autre bout du monde, donc on réajuste en C'est fonction vrai. des réseaux horaires. Barnaki, qui était présent sur Brancalonia et qui, du coup, il est en Australie, donc maintenant on est obligé de réajuster quand on reprendra Brancalonia en fonction des horaires, et puis avec les changements d'heure été-hiver, c'est le bordel pas possible. Mais donc du coup, on est en live sur Twitch actuellement les mercredis soirs, pour du Vampire la Mascarade. Et ensuite, les épisodes sont rediffusés en replay à partir du dimanche matin sur YouTube et en podcast, notamment Spotify. Et puis ensuite, on est présent pour la com sur Instagram et on est très actif sur Discord. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, on aura d'autres jeux à venir. Tu me permets de faire juste un tout petit peu de promo? Oh, bah alors là, tu y vas à fond. Merci. Cette émission, c'est une émission de fanboy. Voilà. C'est-à-dire que je ne Merci présenterai beaucoup. pas les AP que j'aime pas. Je vous l'annonce, hein, c'est un spoil. Voilà. Et donc, on aura, là, on se lance dans la préparation de la saison 4 de Brancalonia. Donc, après une année de pause, qui nous a permis de faire tous les autres jeux qu'on a cités, et ben là, on va pouvoir revenir sur du Brancalonia pendant au moins une saison. On aura aussi un format court, là vraiment type one shot, mais découpé en plusieurs parties pour occuper plusieurs soirs, et sur des épisodes très très courts d'une vingtaine de minutes. On aura du Toulouesque pour Halloween. Donc il y aura probablement, je sais pas, ça sera peut-être découpé. Nous, on va tourner ça en une seule fois et dans notre coin pour vraiment travailler l'ambiance. Puis ensuite, on va le découper en peut-être 4-5 épisodes qu'on va publier chaque soir précédent Halloween, les 4-5 derniers soirs. Donc on a ça, et puis on sera présent du 18 au 20 octobre à Octogone à Lyon, Oh. et ça sera l'occasion de te rencontrer, puisque Oui. puisque vous y serez aussi, et Oh ça zut, sera quelle coïncidence. et oui, bah oui, c'est ça, quelle coïncidence. Et ce sont tes très bons conseils qui nous mènent à nous inviter à Octogone. Ça sera la première sortie officielle de la Cour des Miracles. Et on espère qu'on aura l'occasion de rencontrer quelques personnes et, Time to Roll notamment. Eh ben oui, avec joie en tout cas avec grand plaisir. Et donc j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir la Cour des Miracles. Voilà, c'est un nouveau format. Si ça vous plaît, comme d'habitude, les bons vieux petits réflexes, le pouce vers le haut. Ouais, pas trop vers le bas, plus vers le haut. Hein. Des commentaires, posez des questions sur tout ce qu'on vous a posé. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous intrigue, vous mettez dans les commentaires. Et On y abonnez-vous. répondra. Et surtout, allez faire de même à la Cour des Miracles. Allez. Merci beaucoup et merci pour ton invitation, et à très bientôt. Avec un grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.